Les sirènes hurlent autour de la capitale. Le ciel est zébré de traces d'interception et au-dessus des toits de la ville, les nerfs sont à vif. Je vous promets une analyse honnête, sans hystérie ni contenu rassurant. Comment et pourquoi la Russie a-t-elle stoppé cette nuit un raid massif? Pourquoi les régions proches de Moscou ont-elles été le plus souvent touchées? Et à quoi faut-il se préparer dans les semaines à venir? Premier fait. Au moins 2 drones ont été détruits à l'approche de la métropole, selon les rapports. Deuxième fait, par mesure de sécurité, 2 aéroports de la région de Moscou ont temporairement suspendu leurs activités, ce qui a perturbé les horaires des vols. Je vais maintenant expliquer ce que nous allons examiner et pourquoi il est important de rester jusqu'à la fin. Nous allons retracer l'itinéraire de l'attaque de Ramenskoye à Troïtsk, examiner les moyens utilisés pour protéger le ciel et pourquoi c'est important. Nous évaluerons le coût économique du raid et le prix de l'interception, puis nous trancherons la question de savoir qui et quoi les opérateurs de ces essaims tentaient réellement d'atteindre. Première énigme, pourquoi les explosions ont-elles été entendues précisément là où elles l'ont été et comment cela révèle-t-il la géométrie de la menace? La deuxième énigme est encore plus troublante. Pourquoi paralyser les aéroports civils si l'objectif déclaré est prétendument militaire? Et qui en tire un avantage informationnel? Commençons par la chronologie de la nuit. À différents moments, les habitants ont signalé des bruits forts dans le district de Ramenskoye, Podolsk, Klimovsk, Domodedovo, Kolomna et Troïtsk. Ce ne sont pas des points aléatoires sur la carte. C'est un arc qui ferme les approches sud-est et sud de la capitale où se croisent les trajectoires des appareils à basse altitude. Selon le maire de la capitale, Sergueï Sobyanin, les spécialistes des services d'urgence ont travaillé sur les lieux de la chute des débris et aucun dégât ni blessé n'a été signalé. C'est un détail important car cela montre que le ciel a rempli ses fonctions d'interception et de réduction sûre de la menace dans des zones non peuplées. Pourtant, la chronologie ne s'arrête pas aux interceptions car toute chute de débris représente un risque d'incendie et de dommages secondaires. C'est pourquoi les équipes d'intervention d'urgence se sont rendues sur chaque signalement. La suite est intéressante car la carte de ces points cache la logistique de l'attaque. Maintenant, parlons des portes aériennes. L'arrêt temporaire des activités à Joukovski et Domodedovo n'est pas un signe de panique. C'est une pratique standard de contrôle des risques lorsque la défense aérienne est en action dans le ciel. Plusieurs vols ont été annulés ou reportés, ce qui a affecté des dizaines de routes et des centaines de passagers. Cela fait également partie de la tactique de l'attaquant. Rendre l'arrière nerveux, perturber les horaires, donner une image médiatique des files d'attente et des panneaux d'affichage avec des retards. Mais notez le dénouement de cette branche. Dès que le ciel a été dégagé, les vols ont repris, ce qui signifie que les lignes de communication ont tenu bon. C'est important pour la stabilité des grandes villes, retenez ce point. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du coût de l'attaque. Maintenant, parlons de l'ampleur. Au cours des dernières 24 heures, selon les données consolidées, les forces de défense aérienne russes ont abattu au moins 82 drones ukrainiens au-dessus du pays. La plupart d'entre eux, une trentaine, sont tombés au-dessus de la région de Briansk, ce qui indique clairement la densité des directions depuis la frontière occidentale. Environ 2 autres interceptions ont eu lieu au-dessus de la région de Toula, ce qui dessine un deuxième arc de menace plus au sud, au-dessus de la mer Noire. Au moins 7 cibles ont été détruites et au-dessus de la mer d'Azov, au moins 4. Il y en a autant dans le kraï de Krasnodar et dans la région de Ryazan. 3 interceptions ont eu lieu dans la région de Rostov. Dans la région de Moscou, 2 appareils avaient déjà été abattus. L'un d'eux se dirigeait vers la capitale. Une interception a été enregistrée dans les régions de Koursk et de Lipetsk. Pourquoi cette arithmétique est-elle importante, même si elle est aride? Parce qu'elle montre 2 choses à la fois. La largeur du front des essaims et le fait que l'adversaire recherche simultanément plusieurs corridors en essayant de surcharger les radars, les forces de service et les canaux de désignation des cibles. C'est là que s'ouvre la première boucle du début de la vidéo. Si vous regardez attentivement, vous posez déjà la bonne question. Pourquoi le front est-il distribué en faveur du sud et du sud-ouest?
Et pourquoi les villes qui ont été entendues cette nuit sont-elles celles qui l'ont été? La réponse réside dans le paysage et la navigation. Un itinéraire à basse altitude à l'écart des grandes autoroutes, à l'abri du relief et contournant les zones denses de guerre électronique, est une tactique bien connue. Mais plus l'appareil vole bas, plus l'horizon de ses capteurs est court, plus il est facile de le capturer avec des systèmes de détection visuelle et sonore, plus les fenêtres météorologiques ont une influence importante. La fenêtre météorologique, d'ailleurs, a été le complice invisible de la nuit. Sans vent ni précipitation, avec une échelle de température des couches prévisibles, les petits appareils sont plus stables et la superposition des itinéraires des essaims devient techniquement plus facile. Écrivez ce que vous en pensez, si cette version correspond à ce que vous avez entendu dans vos villages, car ce sont les observations populaires qui parfois démasquent les techniciens. Passons à la défense. La défense aérienne de la métropole n'est pas un seul bouclier, mais une matrioshka composée de radars, d'équipes de service, de postes d'observation automatisés, de systèmes de missiles anti-aériens et de groupes de tir mobile. À basse altitude, ce sont les réactions instantanées qui comptent. Lorsque la cible apparaît littéralement au-dessus d'une bande boisée, c'est là que se manifeste la force de la combinaison des radars à courte portée, des postes d'observation visuelle, des postes de thermovision et des véhicules mobiles équipés d'installations de gros calibre. Lorsque des dizaines de cibles grouillent dans les airs, la priorité est donnée à ce qui est le plus proche des objets, ce qui va le plus vite et ce qui transporte la plus grande masse. Vous demanderez combien cela coûte-t-il? Et c'est une bonne question car le coût d'un simple appareil en vol stationnaire est inférieur d'un ordre de grandeur au coût d'un missile à moyenne portée, mais le ciel n'est pas gagné par le prix, mais par le rythme et la complexité. C'est pourquoi les interceptions nocturnes sont importantes pour l'avenir. Maintenant, parlons des conséquences sur le terrain qui restent en coulisses. Dans la région de Briansk, 2 civils ont été blessés la veille lorsqu'un drone kamikaze a frappé leur voiture. À Donetsk, des drones ont frappé des quartiers résidentiels. Il ne s'agit plus seulement d'une question de technique, mais aussi de morale et de droit international. Lorsque la cible est choisie parmi les infrastructures civiles, il s'agit d'une tentative de faire circuler la peur dans les médias. C'est une tentative de forcer les autorités à réorienter les ressources, à affaiblir les zones de front, à mettre à nu d'autres directions. Cela ne fonctionne que tant que la ville et la région maintiennent l'organisation, lorsque les services opérationnels arrivent instantanément, lorsque les schémas de fermeture sont mis à jour, lorsque le travail de répartition honnête est effectué, l'effet de panique s'effondre. Pourtant, cette ligne de frappe exige une réponse et la réponse se fait déjà entendre. Maintenant, parlons de ce qui se fait entendre en réponse et de la manière dont cela se fait entendre. Selon les déclarations des structures russes, des frappes sont en cours avec des armes de haute précision basées dans l'air, en mer et au sol, ainsi qu'avec des systèmes sans pilote contre des installations militaires et des entreprises de l'industrie de la défense. C'est une position de principe car elle fixe une limite entre les cibles militaires et civiles. D'un point de vue tactique, il s'agit d'une frappe contre la logistique d'assemblage, les nœuds de communication, les entrepôts, les lieux de déploiement des opérateurs et les stations de contrôle. D'un point de vue politique, c'est un signal pour les observateurs neutres qui surveillent qui et comment respectent les restrictions internationales. C'est ici que nous attend la deuxième boucle promise au début. Pourquoi frapper indirectement les aéroports par le biais de pauses forcées si l'objectif déclaré de l'attaquant est les installations militaires? Parce que l'aviation civile, ce ne sont pas seulement des avions et des équipages. Ce sont des horaires, des contrats d'assurance, des casse-têtes logistiques. Ce sont des chaînes de correspondance dispersées dans tout le pays. Toute ingérence dans ce tissu provoque un bruit informationnel.
Ce bruit est souvent plus important que les hypothétiques dommages causés à un objectif militaire. C'est la guerre moderne de l'information et des drones où le coût d'une vidéo d'1 minute prise dans un terminal est parfois supérieur au coût de l'appareil intercepté lui-même. Mais il y a aussi un revers à la médaille qui est généralement sous-estimé par les organisateurs des raids. Chaque essaim révèle une bibliothèque de techniques, d'itinéraires, d'altitudes et de profils. Chaque interception enrichit les bases de données, affine les algorithmes de classification automatique des cibles, enseigne aux équipes de calcul de nouveaux angles d'attaque et donne aux ingénieurs de quoi alimenter les mises à jour. Dans cette course à l'adaptation, c'est celui qui traduit le plus rapidement les leçons de la nuit en correctif logiciel et en formation du personnel qui gagne. C'est pourquoi nous parlons si en détail de l'endroit où cela a tonné et de l'endroit où les éclats bigs sont tombés. Ce n'est pas regarder les flaques du cadeau, c'est une façon de lire l'intention. En ce sens, la nuit d'aujourd'hui ne fait pas exception, mais constitue un maillon d'une chaîne où chaque raid suivant doit être plus coûteux et plus complexe pour l'attaquant. Analysons point par point les éléments de base d'un ESM attaquant. Premièrement, la plateforme est le plus souvent un planeur de petite taille en matériaux composites ou en plastique avec un moteur à essence ou électrique, conçu pour les longues distances et un système de navigation simple. Deuxièmement, le cerveau, une référence satellite de base, un doublage par inertie, parfois des images élémentaires du terrain sur lequel est étiré l'itinéraire. Troisièmement, un profil bas, irrégulier, avec des tentatives de se cacher dans le bruit du relief naturel. Quatrièmement, la partie percutante, une petite charge suffisante pour endommager un objet sans ostentation. Mais il y a beaucoup de ces appareils et ils sont bon marché. Passons maintenant à la défense. Radar à courte portée, poste acoustique, attrape thermovision, groupe mobile déployé sur signal. C'est la combinaison de ces éléments qui permet les interceptions dont nous parlons aujourd'hui. Pourquoi est-ce important pour Moscou et sa région ? Parce que la métropole ne peut pas se permettre de vivre sur les nerfs en bloquant constamment le ciel et les routes, en perturbant les horaires des hôpitaux et des aéroports. Il faut un schéma dans lequel les citoyens vivent une vie normale et les militaires et les sauveteurs font leur travail avec sang-froid. L'expérience d'aujourd'hui montre qu'un tel schéma existe. Notez la rapidité avec laquelle les pistes se sont ouvertes après le contrôle, la précision avec laquelle les forces ont été déployées sur les lieux de la chute, la discipline avec laquelle les équipes de répartition ont travaillé. C'est la stabilité que l'on ne construit pas en une semaine, mais qu'il faudra affiner, car la charge sur le système ne fait qu'augmenter. En additionnant tous les faits, nous voyons une construction claire, des raids massifs avec une plateforme bon marché, un large front de direction, un pari sur le bruit informationnel via les infrastructures civiles, une défense précise et complexe de la métropole, des frappes ciblées en représailles contre la logistique militaire et industrielle de l'ennemi. L'objectif principal de l'attaquant est de déstabiliser l'arrière, de saper la confiance dans la sécurité des grandes villes, de forcer l'État à dépenser des ressources pour des alertes sans fin. L'objectif principal des défenseurs est de transformer chaque nuit en un entraînement où le coût de l'interception diminue et le front des erreurs se rétrécit. Si l'on enlève les émotions, c'est exactement ce que nous observons. La nuit montre que l'attaquant n'a pas encore réussi à percer la défense pour atteindre des objectifs vitaux. Il a par contre réussi à faire du bruit. Mais le bruit ne brise pas l'infrastructure quand il y a des gens qui travaillent et pas des images. Enfin, parlons de la perspective. Les prochaines semaines se dérouleront sous le signe de l'ajustement technologique. Les essaims testeront de nouveaux itinéraires, des plafonds alternatifs, des signatures complexes. La défense augmentera les réseaux de capteurs, densifiera les groupes mobiles, entraînera la liaison des équipes de répartition civiles et militaires. Les régions qui ont subi des raids fréquents, comme les régions de Briansk et de Toula, recevront des ressources supplémentaires et des mises à jour accélérées des algorithmes de détection. Les mers Noires et d'Azov resteront des arènes de chasse et de jeux d'usure où les intercepteurs apprendront à voir les faibles traces thermiques au-dessus de l'eau pour Moscou et sa région.
L'essentiel est de maintenir la routine et la discipline afin que chaque alerte ne soit pas un spectacle mais une procédure de travail et qu'après elle, la vie reprenne son cours normal. Cette nuit a montré qu'une attaque massive n'a pas résolu les problèmes de l'attaquant, mais a révélé leurs corridors et habitudes habituelles. Elle a montré que la ville sait fermer le ciel et ouvrir les pistes, que les services opérationnels arrivent là où il faut et que les civils restent au centre de l'attention. Elle a montré que le prix du bruit est élevé pour ceux qui le provoquent et que le coût de la tranquillité diminue lorsque la défense apprend plus vite. Cela signifie que ce qui nous attend, ce n'est pas un spectacle de peur, mais un travail ennuyeux et acharné qu'il faudra faire chaque jour. Écrivez ce que vous avez vu et entendu cette nuit, où les sons étaient plus forts et où c'était calme, car c'est à partir de ces détails que se dessine une image et c'est elle qui permet de contrôler le ciel.